Mais d'abord, la convocation de l'ancien président de la République et ce sentiment que son bras de fer avec les magistrats n'est pas près de se terminer. Guillaume Bertrand. Pour un ancien président de la République, c'est une première. Le tribunal a ordonné l'audition de Nicolas Sarkozy en tant que témoin au procès des sondages de l'Élysée. Un témoignage que le ministère public estime nécessaire à la manifestation de la vérité. 5 des prévenus étaient de proches collaborateurs de l'ancien chef de l'État, Claude Guéant ou encore Patrick Buisson. Pour l'association Anticorps, partie civile dans ce dossier, si Nicolas Sarkozy n'est pas sur le banc des accusés, il est en tout cas au cœur du procès. Et nous n'allons parler en réalité que des sondages de l'Élysée, c'est-à-dire de sa manière d'exercer le pouvoir le temps de son mandat entre 2007 et 2012, c'est-à-dire une utilisation massive de sondages. Des sondages qui coûtent cher. 7,5 millions d'euros d'argent public en 5 ans pour des enquêtes d'opinion réalisées à la demande du cabinet du président de la République, et ce sans aucun appel d'offres. En 2016, le juge d'instruction avait déjà demandé à entendre Nicolas Sarkozy, qui avait refusé de se présenter. 5 ans plus tard, l'ancien chef de l'État n'a plus le choix. Le tribunal a ordonné que Nicolas Sarkozy soit amené devant lui, s'il le faut, par la force publique. Pour Éric Ciotti, cette décision relève de l'acharnement. Je trouve cette convocation une nouvelle fois un peu humiliante. Rien n'aura été épargné à Nicolas Sarkozy. On peut même se demander s'il est un justiciable comme les autres. L'ancien président de la République devra donc se présenter, oui, mais il peut encore refuser de prêter serment ou tout simplement ne rien dire. La convocation de Nicolas Sarkozy, nouvel épisode de ce que l'on appelle la République des juges. Je mets évidemment un point d'interrogation et on va en débattre tout de suite. Je vous présente mes invités. Georges Fenech, bonsoir. Bonsoir. Ancien magistrat, ancien député LR du Rhône. Vous publiez Bataclan, Paris, Stade de France, le procès aux éditions du Rocher. Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Dominique Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Juriste, professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mathieu Croissando, éditorialiste à mes côtés. Comme Bonsoir, chaque Thomas. lundi, chaque mercredi, on va aborder en détail la question de l'immunité présidentielle et du bras de fer entre Nicolas Sarkozy et les magistrats. Mais d'abord, je voudrais vous faire réagir au titre de notre débat. Quand on dit République des juges, qu'est-ce que ça vous inspire, cette formule qui sous-entend un peu une forme de politisation de l'institution judiciaire ou de certains juges? Georges Fenech. Oui, on l'entend, République des juges, gouvernement des juges, la justice qui sortirait de son lit en quelque sorte pour s'immiscer dans un débat politique. C'est un peu un fantasme, il faut bien le reconnaître. On n'est plus à l'époque de la fronde, des parlements. Mais pour autant, il y a quand même effectivement une forme de pénétration idéologique au sein du corps de la magistrature depuis les années 70, disons, qui s'est traduit par le phénomène du syndicalisme avec des prises de position politiques, avec des actes politiques aussi, de nature politique, je peux le dire, et je donnerai des exemples si vous le souhaitez. Et c'est si vous voulez, c'est finalement ce qui écorne quelque part l'image d'indépendance de la justice qui ne devrait jamais s'impliquer dans le débat politique, mais appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi, dans l'esprit du législateur. Or, on voit de temps en temps des mots d'ordre de ne pas appliquer telle ou telle loi, ou d'en faire. Évidemment, on appelle maintenant à la rescousse les jurisprudences et les textes européens et autres pour écarter. Alors surtout avec la QPC maintenant, le juge a pris de plus en plus de rôle effectivement, dans le débat politique. Mais attention, il ne faut pas franchir un certain seuil. Ouais. Donc vous dites République des juges, on exagère, mais attention, la politisation en tout cas, c'est un vrai débat. Oui. Vos avis à l'un et à l'autre. Benjamin Morel pour commencer. Oui, alors le gouvernement des juges, c'est un vieux sujet. L'expression, elle date de 1911 en réalité, je crois que c'était Édouard Lambert. Donc c'est en réalité quelque chose qui, de tout temps, a permis aux politiques de considérer qu'il y avait une forme de pouvoir de l'ombre qui pourrait potentiellement le menacer. Il faut nuancer ça en réalité. Vous avez 2 éléments qui poussent à généralement parler de gouvernement des juges. D'un côté, c'est en effet l'intrusion du juge dans le politique, mais vous avez également besoin de réguler les activités politiques. La question, c'est dans quelle mesure on peut réguler, et surtout dans quelle mesure on considère qu'il peut y avoir faute parfois, et d'un autre côté, dans quelle mesure il y a parfois une décision qui relève d'une action gouvernementale. Là, c'est toute la question aujourd'hui qui est posée par Emmanuel Macron, notamment en matière de cadre des compétences de la CJR. Oui. Et ensuite, la Cour de justice de la République, il l'a évoqué à l'occasion du lancement des États généraux de la justice. Avec l'affaire Buzyn, etc. Oui. Alors, on y viendra tout à l'heure. Voilà, et un cas particulier, mais en effet, vous avez des
procédures qui sont lancées devant la CJR qu'on peut questionner sur le fond, parce que vous avez des juges qui, du coup, peuvent avoir un regard rétrospectif. Donc là, il faut faire attention. Le deuxième élément, c'est parfois des juges qui prennent des décisions qui peuvent apparaître comme fondamentalement politiques. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle, jurisprudence de la CJE. Mais généralement, ce pouvoir-là du juge, c'est jamais qu'un pouvoir que le politique lui a donné. Quand vous constitutionnalisez des grands principes, parfois extrêmement flous et parfois extrêmement contradictoires, et qu'ensuite vous organisez une saisine du juge, le juge doit bien trancher. Et donc à partir de là, peut-être que parfois en effet, il se substitue au politique, mais parce que le politique a décidé de lui donner cette compétence. Et donc frapper le juge pour une compétence qu'on lui a donnée, ça relève un peu d'une forme de schizophrénie. Ouais. Dominique Rousseau, République des juges, ça vous choque la formule ? Non, ça me choque pas. Vous avez mis un point d'interrogation. Oui. J'aurais rajouté, moi, des guillemets. Parce que si on regarde l'histoire politique ou constitutionnelle française, il y a eu la République des professeurs, il y a eu la République des députés, il y a eu la République des experts, et maintenant, il y a la République des juges. Faut être clair, il n'y a pas de République des juges. Ni en réalité, ni dans les mythes, ni dans l'idéologie. Mais il y a peut-être une politisation de certains juges. Non, vous n'êtes pas d'accord avec Georges Fenech là-dessus ? Non, je pense qu'il y a une instrumentalisation de l'expression République des juges pour déconsidérer l'autorité judiciaire, qui est une autorité constitutionnelle remplissant une mission de service public, et non pas un service public. C'est une autorité constitutionnelle remplissant une mission de service public et qui a un rôle essentiel dans une république qui se veut, article 2 ou 3 de la Constitution, démocratique. La démocratie, elle repose sur deux piliers. Elle repose sur, c'est pas moi qui le dis, c'est Montesquieu, donc je me couvre. La démocratie, c'est la faculté de statuer. Il faut que des décisions soient prises. Mais aussi, pour qu'il y ait la démocratie, liberté politique, disait Montesquieu, il faut qu'il y ait une faculté d'empêcher pour que celui qui statue n'abuse pas de sa position pour aller trop loin et porter atteinte aux libertés individuelles. D'où l'article de la Constitution qui dit que l'autorité judiciaire, autorité constitutionnelle, est gardienne des libertés. Donc quand on attaque le juge en tant qu'il est gardien des libertés individuelles et on porte ainsi atteinte à la démocratie. Donc les juges ne gouvernent pas. On va entrer dans... Vous aurez l'occasion d'en débattre, hein, Georges. J'ai vu que vous avez envie de réagir. Vous répondrez sans aucun problème. Un mot là-dessus, peut-être, Mathieu ? Juste pour contrebalancer ce que disait Georges Fenech, c'est vrai qu'il y a peut-être une irruption de la justice dans la sphère politique, mais il y a l'inverse aussi. On vit quand même dans une époque de grande confusion, où un très grand nombre de représentants politiques commandent des décisions de justice, se mêlent du déroulement de la justice, et du coup, il y a quand même ce mouvement-là qu'il faut décrire. Après, est-ce qu'on est dans une république des juges ? C'est un slogan disqualifiant, la république des juges. Bien sûr. Et qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire qu'en gros, l'action de l'État, l'action du politique est entravée par la justice. Est-ce que c'est bon, dans le cas d'espèce, cette affaire qui concerne Nicolas Sarkozy, c'est l'action de l'État qui est entravée. Est-ce que c'est le bon gouvernement des choses qui est entravé ? Non. La question peut-être se pose effectivement pour la CJR et sur la question de la gestion de la crise Covid. Où là, on va en reparler, mais il y a le Parlement qui peut exercer une contrôle parlementaire. Et puis, est-ce que la justice, en temps réel, doit pouvoir juger des bonnes ou des mauvaises décisions prises par le politique ? Là, il y a une vraie question à se poser sur un éventuel gouvernement des juges. Sinon... Ou même, on va pas forcément ouvrir ce débat, mais la décision concernant l'affaire du siècle avec la condamnation de l'État à tenir ses promesses en matière de changement climatique et avec la possibilité d'une astreinte à terme. Bref, je ne voudrais pas ouvrir ce débat parce qu'on va parler là tout de suite, mais comme ça me travaille, je voulais quand même le dire. De l'immunité présidentielle, ça va être le thème central, évidemment, parce que la convocation de Nicolas Sarkozy par le tribunal qui est chargé de juger cette affaire des sondages de l'Élysée, ça pose cette question, avant de vous entendre les uns et les autres, peut-être la définition. Quentin Calmet, je vous invite à nous rejoindre. Bonsoir Quentin, la règle exacte en matière d'immunité présidentielle. Je vais être précis parce que je parle quand même sous le contrôle d'au moins 3 experts en droit public. Donc on va se concentrer sur les textes. Revenons-en à la Constitution. L'article 67, que dit-il ? Le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Vous le voyez, ça c'est le début de l'article 67. C'est-à-dire
dire qu'en fait, il peut bien y avoir une destitution en cas de manquement grave, mais dans ces cas-là, c'est le Parlement qui peut destituer un président en se constituant en haute cour. Ça, c'est l'article 68 qui est donc mentionné. Mais la Constitution, elle dispose également que le président ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité, vous le voyez, être requis de témoigner, non plus que de faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Et donc les mots sont très importants, on le voit bien. Durant son mandat, la décision du juge de convoquer l'ancien président Nicolas Sarkozy semble donc bien dans les clous de cet article. Alors un dernier mot quand même pour évoquer la décision de la Cour de cassation de 2012. Les membres du cabinet présidentiel disposent-ils par extension de cette immunité présidentielle, surtout quand le décideur dans cette question des sondages, c'est bien le président de la République? Eh bien non. Aucune disposition constitutionnelle, légale ou conventionnelle ne prévoit l'immunité ou l'irresponsabilité pénale des membres du cabinet du président de la République. C'est ce qui explique que ce procès est bien lu avec Claude Guéant et ses proches de Nicolas Sarkozy sur le banc des accusés. Thomas. Merci Quentin Calmet, comme tous les jours dans Sens Public, un zoom d'un des journalistes de la rédaction de Public Sénat. Georges Fenech, est-ce que la convocation de Nicolas Sarkozy est conforme au droit? Écoutez, moi j'ai une opinion sur cet événement. C'est un événement sans précédent qui n'est ni de l'ordre du registre de la polémique, encore moins de la politique. Je pense que cette décision de délivrer un mandat d'amener contre l'ancien chef de l'État n'est pas constitutionnelle. Elle n'est pas non seulement illégale, mais elle est inconstitutionnelle. Le président de la République, ça vient d'être rappelé, bénéficie d'une immunité présidentielle, mais aussi d'une inviolabilité de sa personne, qui survit à la fin de son mandat. Alors, quand il s'agit d'actes qui relèvent de la fonction présidentielle. Donc pour vous, ça continue après son mandat. Imaginez une seconde. Non mais attendez, imaginez une seconde qu'effectivement la force publique vienne chercher Manu Militari, l'ancien chef de l'État, pour le conduire sous la contrainte devant une juridiction correctionnelle. C'en est fini des immunités, mais y compris les immunités diplomatiques. Demain, vous aurez un juge qui, sur le tarmac, décidera de délivrer un mandat d'amener contre Poutine ou contre Joe Biden et le mettre en garde à vue. C'est la fin des immunités diplomatiques des chefs de l'État et parlementaires également. Vous ne pouvez pas décorréler ou détacher la question de l'irresponsabilité pénale, de l'inviolabilité de la personne. Je n'imagine pas une seconde que le président Macron et que Gérald Darmanin laissent faire ce qui, pour moi, est un acte hautement attentatoire à la Constitution. De là à vouloir requérir la police nationale pour aller quérir un petit matin un chef de l'État, c'est la fin de l'immunité présidentielle. Je vous le dis, mais vraiment sans esprit polémique ni partisan. Donc c'est vraiment sur le mandat d'amener et ce qui est alors, le fait de d'avoir l'avis des constitutionnalistes. Alors, justement, allez-y, Dominique Rousseau. Alors, le constitutionnaliste, l'article 67 a été rappelé, il y a une immunité présidentielle durant l'exercice du mandat et pour les actes rattachables à l'exercice du mandat. Bien. Et il y a un article, alors vous me contrôlerez, qui est, je crois, l'article 439 du Code de procédure pénale, qui dit que lorsque le tribunal, et c'est pas un juge, c'est un tribunal, c'est-à-dire le collégial, lorsqu'un tribunal demande à un témoin de venir témoigner, il y a l'obligation, c'est l'article 439 qui le dit, il y a l'obligation pour le témoin de venir témoigner. Et si le témoin ne veut pas venir témoigner, l'article 439 prévoit la possibilité pour le tribunal de demander à la force publique d'aller chercher le témoin qui ne veut pas témoigner. Mais quand c'est l'ancien président de la République... Vous n'êtes pas du tout convaincant, pardon. Je suis... relisons l'article 439. Une règle constitutionnelle... Relisons l'article 439. Ça n'est pas n'importe quel témoin. Alors, c'est pas n'importe quel... Non, ce n'est pas n'importe... Pardonnez-moi. Vous citez... Non, mais attendez, vous citez un article... Mais vous êtes d'accord avec l'article 439 ? Je l'ai appliqué de multiples fois, mandat d'amener contre un témoin récalcitrant. Absolument. Aucun problème. Sauf que là, vous êtes sur un autre registre. Vous êtes sur, non pas n'importe quel témoin, vous êtes sur un ancien chef de l'État pour lequel l'irresponsabilité pénale survit après la fin du mandat et l'inviolabilité de sa personne également. J'entends bien qu'il n'y a pas de décision jurisprudentielle là-dessus. C'est mon interprétation. Et je crois que si on met le doigt là-dedans, si on peut convoquer un ambassadeur, par exemple,
ambassadeur, qui est en France, qui a une immunité diplomatique, non pas pour le condamner pénalement, mais pour le mettre en garde à vue, pour l'auditionner comme témoin, etc. Ça en est fini de l'immunité diplomatique. Oui, enfin, mais l'immunité, elle court. Vous n'êtes pas convaincant, très franchement, vous n'êtes pas convaincu là-dessus. Non, mais vous non plus, vous ne m'avez pas convaincu. L'immunité dure durant le mandat du... Et après mais il redevient un citoyen et je ne vois pas où est le problème. Puisque pas sur les actes de sa fonction. Je reconnais que Nicolas Sarkozy a dit qu'il irait lui-même. Je reprends la main. Je suis pas sûr. Une seconde pour permettre à Benjamin Morel de s'exprimer. Je suis pas sûr que je vais trancher le débat, mais en réalité, l'immunité, en effet, court sur le mandat et court ensuite sur les actes qui ont été commis pendant le mandat. En revanche, sur l'inviolabilité, je suis moins certain. Enfin, je veux dire, l'inviolabilité permet de protéger la fonction. Dès le moment où la fonction n'est plus occupée, est-ce que vraiment on peut considérer que l'inviolabilité touche encore l'individu? Si jamais on avait eu le procès Big Malion et qu'on avait eu un mandat d'amener, on ne se poserait pas la question. Alors qu'en réalité, les conséquences en termes de fonction de la République et des institutions auraient été à peu près les mêmes. L'objectif, encore une fois, l'immunité et l'inviolabilité, c'est non pas de couvrir une personne, mais de couvrir une fonction. En l'occurrence, ça n'y concourt pas réellement. Il y a une deuxième question qu'on n'a pas abordée, qui je pense est quand même assez importante, c'est celle, en réalité, du statut des collaborateurs. On a évoqué tout à l'heure la question... Oui, est-ce qu'ils sont couverts par le principe de l'immunité présidentielle? Il faut arrêter de penser, et ça a été notamment la position de l'Élysée lors de l'affaire Benalla, que l'Élysée est un État dans l'État. En réalité, non. Du point de vue de la jurisprudence, et la jurisprudence de la Cour de cassation sur les perquisitions, l'Élysée n'est pas un État dans l'État. Vous avez en effet une immunité accordée à la fonction de président de la République, mais l'Élysée, il y a par ailleurs, et si Nicolas Sarkozy n'avait pas ouvert l'Élysée à la Cour des comptes, peut-être que cette affaire n'existerait pas, c'est un peu tout son paradoxe. Vous avez une Élysée qui, en réalité, est une administration peut-être importante, peut-être éminente, mais une administration comme les autres. Ouais. Mais cette question, elle s'est posée, Georges Fenech, dès le début de cette affaire. Le juge d'instruction, c'était Serge Tourner, qui pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, estime qu'il peut enquêter. Hein. Il y avait une plainte de l'association Anticor, il estime qu'il peut enquêter, et il faut que la Cour d'appel s'y oppose. On est en 2011. Comment vous aviez réagi? Est-ce que c'était une forme de provocation de la part du juge Tourner, parce qu'il savait très bien ce qui allait se passer? Non, d'ailleurs, je note que le juge Tourner, qui n'a pas été très tendre avec Nicolas Sarkozy, ne l'a pas contraint à venir, puisqu'il avait refusé déjà, pendant l'instruction, de venir comme témoin. Et souvenez-vous de la jurisprudence et de la position de l'ancien procureur général de la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, qui avait dit on ne peut même pas convoquer un chef de l'État comme témoin assisté. C'est déjà un début d'acte de poursuite. Attention, là, vous nous dites, sur une interprétation qui vous est propre, Benjamin Morel, l'inviolabilité ne s'applique plus à la personne. Mais d'où tenez-vous cela? Mais c'est le corollaire. Mais d'où tenez-vous l'interprétation inverse? On n'a pas de jurisprudence là-dessus. Oui, mais vous ne pouvez pas l'affirmer. Vous non plus. Moi, je vous donne ma position. Vous affirmez une position qui, à mon avis, ne tient pas la route. Eh bien, je pense parce qu'elle ouvre une brèche terrible. Je ne pense pas. Terrible. Sur le plan international. Vous imaginez les chefs de l'État les autres pays qui regardent la France en disant ils convoquent un chef de l'État manu militari, menottes au poignet s'il le faut, alors qu'il a l'immunité présidentielle. On ne convoque pas un chef de l'État qui a l'immunité présidentielle. On convoque un ancien chef de l'État. Le parallèle que vous faites face aux ambassadeurs et à Poutine ne tient pas. Poutine est président de la Fédération de Russie. S'il vient sur le territoire français, il ne sera pas convoqué parce qu'il est président de la Fédération de Russie. De même pour un ambassadeur, parce qu'ils ne sont pas protégés par leur individualité, par leur personnalité, mais par une fonction qu'ils occupent. Mathieu, il y a aussi la question de la confiance des citoyens dans les institutions. L'impact d'une décision comme celle-là dans l'opinion, c'est quand même c'est une dimension qui est intéressante, qui est importante. Mais toute la question est de savoir si les politiques sont des justiciables comme les autres. Et le lien de confiance entre les Français et l'institution judiciaire, c'est vrai qu'il est très abîmé. On en parlait ici même en début de semaine. Les baromètres de confiance, c'est une des institutions qui est le plus bas. La confiance, notamment pour sa lenteur, pour son opacité, enfin son illisibilité pour le citoyen qui n'est pas féru de droit et du système judiciaire. Mais c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. On voit d'ailleurs que les positions politiques changent là-dessus. Emmanuel Macron, qui se présentait comme un représentant du nouveau monde, qui a fait voter, souvenez-vous de sa première loi, la loi sur la transparence de la vie publique, la moralisation de la vie politique. Qui devait être porté par François Bayrou et Fermière, garde des Sceaux. Il y avait un côté, on va révolutionner. Et puis là, on voit, 5 ans après 5 années de pouvoir, après des démêlés, vous avez cité l'affaire Benalla, mais on parlait de la CJR tout à l'heure, sa position évolue, sa position change. C'est un élément du débat public. Regardez Jean-Luc Mélenchon, quand il est convoqué et qui dit non, la République c'est moi, on ne me touche pas. Voilà. On voit bien que la sphère politique est toujours
toujours un petit problème avec la justice quand la justice vient se mêler de ces affaires. Dominique Rousseau, votre avis sur cette question particulière, le lien de confiance finalement entre les citoyens français, leurs institutions, parce que là, ce sont deux institutions, l'institution présidentielle et l'institution judiciaire. Absolument. Oui, je crois que la confiance des citoyens, je vais encore citer Montesquieu, si vous permettez. Il y a pire comme référence, mais Montesquieu disait le ressort de la démocratie, c'est la vertu. Le ressort des régimes autoritaires, c'est la crainte, et le ressort des monarchies, c'est l'honneur. Bon. Nous sommes en démocratie, donc le ressort de la démocratie, c'est la vertu. Alors, pas la vertu au sens moral, chrétien du mot, mais la vertu civique, c'est-à-dire la capacité pour les hommes politiques de penser l'intérêt général avant leurs intérêts privés. D'avoir le courage, c'est ça la vertu, d'avoir le courage d'oublier leurs intérêts privés pour ne penser que l'intérêt général. Bon, eh bien, si les citoyens, à tort ou à raison, considère qu'aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, les hommes politiques, disons, font passer au moins autant leurs intérêts privés que l'intérêt général, eh bien, il y a une perte de confiance. D'où le fait que les citoyens, n'arrivant plus à saisir leurs hommes politiques par le vote, le saisissent par la justice. Oui. En même temps, le dégagisme, ils en ont saisi quelques-uns. Vous parliez tout à l'heure de l'affaire du siècle, mais l'affaire du siècle, c'est simplement des juges qui demandent à l'État non pas de respecter les règles que le juge a posées, mais les règles de respecter sa parole, oui, je sais bien. Donc il n'y a pas de gouvernement des juges. Que disent les juges? Les juges disent, vous avez voté l'accord de Paris, l'accord de Paris. Bon, je constate que vous ne le respectez pas, donc je vous condamne. Donc il n'y a pas de gouvernement des juges, il y a simplement, et ça du point de vue citoyen, de la confiance, c'est important, les juges demandent à l'État, aux politiques, de respecter les lois qu'ils ont eux-mêmes votées ou les accords qu'ils ont eux-mêmes pris. Et donc, pour revenir à votre question, moi, je serais beaucoup plus inquiet d'une république sans juge qu'une république des juges. Ça m'inquiéterait beaucoup plus. Un mot là-dessus, Benjamin Morel. Oui, c'est un sujet multifactoriel. Alors, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que le politique, encore une fois, constitutionnalise ou conventionnalise et ensuite se plaint de ne pas avoir de pouvoir, alors qu'en réalité, il s'est lui-même parfois lié les mains dans des matières extrêmement importantes, matière économique, matière environnementale, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas, ensuite, on ne peut pas crier après les juges. Après, en revanche, vous avez une vraie question, je dirais, de judiciarisation de la vie politique. Cette question, elle est liée à plusieurs aspects en réalité. Si vous prenez par exemple la question de la CJR, vous avez une défaillance du contrôle parlementaire. Pas parce que les parlementaires n'ont pas voulu exercer ce contrôle, parce qu'on a une République qui est extrêmement déséquilibrée aujourd'hui, et qu'à partir de là, pour certains citoyens, le juge apparaît comme étant réellement, à tort ou à raison, le contre-pouvoir, y compris pour certaines associations qui veulent faire avancer des causes. En réalité, si jamais vous voulez faire avancer une cause, il est beaucoup plus facile et beaucoup plus payant de saisir le juge plutôt que d'aller voir votre parlementaire, même s'il est sénateur. Donc là, vous avez un premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est le traitement médiatique des affaires judiciaires. On n'a pas parlé de l'affaire Fillon, et il y a un peu un éléphant au milieu de la pièce quand on parle de l'affaire Fillon. Très clairement, vous avez là une affaire qui a fait bouger la campagne. Est-ce que cette affaire était illégitime? Non. Et ensuite, mais c'est le traitement médiatique de l'affaire, en réalité, qui fait bouger à ce moment-là, eh bien, avec une forme de présomption de culpabilité. Un magistrat, quand il lance une procédure comme celle-là, il n'est pas responsable du traitement médiatique, mais il sait très bien que la personnalité politique va être clouée au pilori en quelques minutes. Sur l'affaire Fillon, il y a des questions qui se posent, notamment sur le timing. Et là, je pense que quelques mois sauront mieux l'expliquer. Il y a également des questions qui se posent sur les fuites qui vont paraître en effet dans la presse. Mais en réalité, c'est vraiment le traitement médiatique de l'affaire qui influe ensuite sur la carrière de François Fillon ou d'autres hommes politiques avec cette présomption de culpabilité. Donc beaucoup plus, encore une fois, que ce contrôle par le juge qui est nécessaire et qui est normal, c'est vraiment ensuite ce que l'on en fait et comment c'est perçu par l'opinion. Si vous permettez, je veux dire que le temps médiatique... Mais Georges, vous allez pouvoir parler. Vous écoutez les autres. Non, je vais vous redonner la parole. Simplement, alors. Le temps médiatique et le temps de la justice n'est pas exactement le même. Et si on regarde des affaires... Il y a le temps de l'instruction. Et l'instruction est longue. Et quand une instruction se termine, il y a des événements politiques qui se déroulent au moment où l'instruction se termine, qui n'étaient pas au départ. Oui, donc le télescopage avec l'événement politique, encore une fois, n'est pas le fait des juges. Oui, il est plutôt à leur avantage.
Il est plutôt à leur avantage. Bah oui, ça on peut pas le nier, même s'ils n'en sont pas forcément responsables, il est plutôt à leur avantage. Georges Fenech, vous vouliez intervenir? Non. Non. Non, vous boudez. Je n'ai pas intervenu sur un débat qui les concerne tous les deux. Bon, ok. Est-ce que vous ne me donnez pas la parole? Oh non, vous pouvez pas dire ça. Non, Thomas, je vous assure. Alors, je vais vous la donner dans un court instant, et je voudrais qu'on se concentre sur les relations entre Nicolas Sarkozy et les magistrats, et peut-être Mathieu Croissando, voir comment la droite réagit au fur et à mesure des procédures visant le président ou l'ancien président de la République. Le Sarkozy et la justice, ce sont ses amis qui en parlent le mieux, j'ai envie de dire. C'est assez rare en fait dans le paysage politique. Il y a un réflexe de corps autour de l'ancien chef de l'État, de par les liens qu'il a créés avec son entourage, la fidélité, par la façon dont il a exercé le pouvoir, de par la peur qu'il inspire encore parfois. La moindre attaque contre lui déclenche une levée de glaive et de bouclier. Le seul autre, à mon avis, dans le paysage politique qui bénéficie de ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Dès qu'il est attaqué, hop, toutes ses troupes qui montent au créneau. Et le premier réflexe des proches de Nicolas Sarkozy, c'est évidemment de s'en prendre généralement à la justice. Et dans un grand écart intellectuel permanent, parce qu'il faut quand même le dire, on a une droite, ou en tout cas des sarkozystes qui ne cessent de réclamer qu'on durcisse, que la justice soit plus sévère, qu'on mette fin à l'impunité judiciaire, sauf évidemment quand ça touche Nicolas Sarkozy, où là, la justice qui était traitée de laxiste devient évidemment beaucoup trop sévère. Et on assiste alors toujours au même type d'argument, au fond, qui mêle victimisation et contre-attaque. On a entendu Éric Ciotti tout à l'heure, acharnement judiciaire, république des juges, donc démocratie malade même parfois, dérive de la justice, ça c'était Henri Guénaud la dernière fois. On a voulu abattre Nicolas Sarkozy, ça c'était le même Éric Ciotti de tout à l'heure en juin 2020. Et à chaque fois, enfin pas toujours, mais très souvent, on ressort aussi l'argument ultime, qui est un peu le point Godwin en la matière, qui est l'affaire dite du mur des cons, en référence à ce panneau d'affichage nommé comme tel, repéré en 2013 dans les locaux parisiens du syndicat de la magistrature. Ce syndicat est aujourd'hui ultra minoritaire, à tel point qu'il ne communique plus le nombre de ses adhérents depuis 10 ans. Mais ça reste, et sa connerie, puisque c'en était une, continue de polluer les débats et d'être servi par les soutiens les plus acharnés de l'ancien président. Je dis les soutiens les plus acharnés parce qu'il y a quand même quelque chose qui a changé, je trouve, depuis les condamnations à la prison ferme de l'ancien chef de l'État. Alors, je précise qu'il a fait appel à chaque fois. Les mots sont plus les mêmes. En gros, on envoie aujourd'hui des messages d'amitié, d'affection. Quand vous regardez les réactions notamment des candidats à la primaire chez les Républicains, on dit sa fierté d'avoir travaillé avec lui. Mais on parle de lui au passé, mais on ne dénonce plus de scandale, on ne dénonce plus forcément d'acharnement. On dit Nicolas Sarkozy a été un grand président. Ce sont encore que des signaux faibles, mais qui en disent long, à mon avis, sur l'aura déclinante de l'ancien président dans son propre camp. Georges Fenech, je reviens au début de notre débat sur la politisation de certains juges. Est-ce que vous avez le sentiment, là on est vraiment dans cette question du bras de fer entre Nicolas Sarkozy et les magistrats, qui a presque commencé au début de son quinquennat. On se souvient de la phrase sur les petits pois qu'avait prononcé Nicolas Sarkozy à l'époque. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a parfois de l'acharnement ou des règlements de compte de la part de certains juges, évidemment? Non, je ne fais pas l'amalgame. Je ne rentrerai pas dans ce débat qui consiste à sonder les reins et les cœurs du syndicat de la magistrature en l'espèce. Mais moi, je regarde les actes, les prises de position publiques. Vous disiez, monsieur le professeur, vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de politisation, il n'y a pas de juge politique ou de politisation de la justice. Comment interprétez-vous qu'un syndicat de magistrats, en 2007, a appelé très clairement et officiellement et publiquement à faire battre Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous trouvez que là, ça n'est pas un acte politique? Voyez-vous, je pense qu'il faut faire très attention. Je crois que le magistrat a tout intérêt. Moi, je suis tellement attaché à l'indépendance de la justice. Mais l'indépendance de la justice, c'est pas uniquement statutaire. C'est aussi ne pas sortir de son rôle. Voyez-vous, moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a cette tentation depuis quelques années, depuis plusieurs dizaines d'années. Mais attention, ça n'est pas uniquement sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Moi, je me souviens très bien, sous François Mitterrand, lors de son dernier Conseil des ministres, il avait dit en 1994, un des derniers en 1994, il avait dit « Ne nous couvrons pas la tête de cendre face aux défis que les juges nous ont lancés ». La confrontation juge-politique, elle est née dans les années 80, en réalité, et elle n'a jamais cessé. Mais l'indépendance de la justice, ça a été une conquête. Vous savez, l'affaire Urbain, souvenez-vous. C'est plutôt un bon signe démocratique, quand même, Georges Fenech. Moi, je pense que la démocratie a gagné dans la conquête de l'indépendance des juges. Attention. Et tout ce qui est instrumentalisation de la justice, évidemment, il faut le condamner. Mais je condamne tout autant cette forme de politisation qui voudrait se mêler du débat politique, voyez-vous. C'est pour ça, je crois qu'il faut se garder de ne pas... Comment vous dire il faut se garder d'intervenir dans un débat purement
politique. C'est tout l'honneur de la magistrature. Mais pour cela, il va falloir accroître le statut indépendant des magistrats, et notamment du parquet, qui est dans un tiroir en ce moment depuis plusieurs années. On ne veut pas faire cette réforme du Conseil constitutionnel. Il faut la faire. La question statutaire, nomination des parquets. Vous vouliez y répondre, forcément. Oui, non. Est-ce que vous disiez l'inverse tout à l'heure sur la politisation et certains actes politiques, notamment le syndicat de magistrats? Ma position, enfin, ce que j'essayais de dire, c'est que les jugements rendus par les magistrats ne peuvent pas être accusés de politisation. D'abord parce qu'il y a une collégialité, d'abord parce qu'il y a un contradictoire, d'abord parce qu'il y a une motivation, et aussi parce qu'il y a des critiques. Donc les juges ne pourraient pas comme ça rendre une décision n'importe comment parce qu'il est de droite, parce qu'il est de gauche, parce qu'il est écolo, parce qu'il est macho, parce qu'il est féministe. Non. Le référent pour produire un jugement judiciaire, et pas un jugement moral, ou économique, ou politique, c'est le code pénal, le code civil, le code commercial, le code du travail. Bon, c'est ça le référent. Mais pardon, je reprends l'exemple de Serge Tourner. Quand il lance une procédure... C'est réducteur ce que vous dites. Non, en revanche, c'est vrai, mais réducteur. En revanche... Dominique Rousseau, pardon, mais quand Serge Tourner lance la procédure pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, il sait très bien que le président est couvert par son immunité. Pourquoi il lance la procédure? Pourquoi il accepte de prendre la plainte et d'instruire la plainte? Oui, mais ça a été stoppé. Justement, c'est ça l'important. Là, est-ce qu'on n'est pas dans une dérive politique d'un juge d'instruction? Je pense pas. Vous avez des juges qui lancent une procédure, et c'est ça, comment dire, le mérite de la justice avec les degrés, les cours d'appel. On peut faire appel d'un juge qui a mal interprété, mal compris, mal lu tel ou tel article de la Constitution ou tel article du Code, et on rectifie. Là où je suis d'accord avec vous, par exemple, c'est un peu différent. Quand vous dites politisation du syndicat, le syndicat de la magistrature, c'est un syndicat. Donc, il est jurisprudence, il a une obligation de réserve moins grande que les magistrats. Les magistrats n'ont pas à faire de politique lorsqu'ils rendent un jugement. Mais les syndicats de la magistrature peuvent prendre position comme tous les autres magistrats lors de l'élection présidentielle. Sauf que souvenez-vous de cette fameuse harangue. Oui. Vous la connaissez, d'Oswald Baudot, puis à son âme, qui disait à ces jeunes magistrats qui allaient prendre leurs fonctions: soyez partiaux, faites pencher la balance du côté du plus faible, soyez les défenseurs naturels du voleur contre la police, du plaideur contre la justice, de la femme contre le mari, de l'enfant contre le père, etc., etc. C'est-à-dire que la loi vous permet de dire ce que vous voulez. Avec les plus beaux arguments du monde, vous pouvez dire le tout et son contraire. Et vous savez très bien qu'avec... C'est la faute au législateur qui rédige les lois, mais en partie. Non, il faut que ça reste ouvert. Il faut que la jurisprudence s'exprime. Mais il faut dénoyauter l'institution judiciaire de ce ferment de politisation qui porte atteinte à l'image de la justice. Il faut respecter des chartes, des codes de déontologie. Benjamin Morel. Oui, si on a une approche du rôle du juge, qui est le rôle d'interprète de la loi, ce qu'il est en réalité, le juge bouge de la loi, etc. En réalité, ce n'est pas le cas. Donc, vous devez, du coup, et vous avez une possibilité, en effet, de moduler la loi. Et vous pouvez avoir une politisation des juges. Je crois que là-dessus, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt en considérant que le juge est, par définition... Le juge est un être humain. Et comme tout être humain, il a des convictions, des valeurs. Elles peuvent être politiques et elles peuvent orienter ses jugements. La question, c'est comment est-ce que l'institution en elle-même parvient à réguler ces individus pour justement qu'un juge ayant une couleur politique ne puisse pas imposer une décision politique. Et là, vous avez en effet un certain nombre de garde-fous. Vous citiez la collégialité, il y a évidemment la procédure d'appel. On pourrait éventuellement, et je vous rejoins totalement, envisager une réforme du parquet. Mais au bout du compte, et j'y reviens encore, le problème, c'est que avec le politique, et pourquoi Jean-Luc Mélenchon est si en colère, pourquoi Nicolas Sarkozy est tellement en colère, cette procédure prend du temps. Et le temps politique n'est pas le temps judiciaire. Dès le moment où vous êtes convoqué comme témoin assisté, dès le moment où vous êtes mis en examen, etc., jurisprudence Rocard Balladur, vous démissionnez quand vous êtes ministre, tout d'un coup, votre carrière politique apparaît, si ce n'est mis entre parenthèses, voire totalement terminé. Et là, vous avez probablement un problème, d'autant que vous avez une opinion qui, voyant de plus en plus d'affaires judiciaires, alors que la classe politique actuelle est probablement l'une des moins corrompues de l'histoire, c'est pas très populaire de le dire, mais en réalité, on a tellement aujourd'hui de transparence, on a tellement justement de capacité du juge à agir sur le politique que, en réalité, aujourd'hui, par rapport à ce que c'était dans les années 80, où là, vous aviez de vraies valises de billets, vous avez aujourd'hui une classe politique qui est extrêmement
honnête. Mais chaque affaire, tout d'un coup, fait l'objet d'une médiatisation importante, vous avez des fuites, etc. Et vous avez une déconsidération du politique et l'obligation, une sorte de présomption de culpabilité à chaque fois qu'une affaire est lancée. Ces deux logiques-là, judiciaire et politique, aujourd'hui sont totalement hétérogènes et se mettent en crise l'une l'autre. Je voudrais qu'on termine par un focus sur la Cour de justice de la République. Vous l'avez évoqué plusieurs fois, mais je vous propose de réécouter ce que le président de la République actuel, Emmanuel Macron, disait lors du lancement des États généraux de la justice. Quand des responsables, ministres, fonctionnaires, élus, se trouvent cités dans une procédure pour une crise qui est encore en cours, nous sommes loin de l'apaisement et de l'équilibre que j'évoquais précédemment. Et la situation que nous sommes en train de vivre collectivement pose une question qui peut venir mettre en tension l'autorité judiciaire avec les autres pouvoirs. Est-ce qu'il faut réformer ou même supprimer la Cour de justice de la République ? Dominique Rousseau, je commence avec vous. Je crois qu'il faut effectivement réformer la Cour de justice de la République. Il y a eu des propositions qui ont été faites en ce sens, justement pour aller dans le sens dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la confiance. Je pense qu'il faut protéger les ministres, donc il ne faut pas qu'ils soient jugés directement par une cour ordinaire. Il faut qu'il y ait une cour parisienne avec une enquête, une commission d'enquête qui fasse le tri sur la qualité et le sérieux des plaintes. Un filtre. Mais une cour de justice de la République comme actuellement, composée de magistrats et de politiques, théorie de l'apparence, là, encore une fois, à tort ou à raison, n'est plus considérée comme acceptable par la société, et à mon avis, à juste titre, puisque même le doyen Vedel, qui a été à l'origine de cette réforme, à la fin disait il faut supprimer cette Cour de justice de la République. Je crois que c'est le sens de l'histoire. D'ailleurs, c'est déjà inscrit dans la réforme. On attend toujours la convocation du Parlement en congrès. Mais là, permettez-moi de dire, moi, je suis extrêmement choqué par le propos qui semble comme ça un peu anodin du président de la République, qui là s'ingère véritablement dans les procédures en cours, en parlant d'apaisement et en donnant comme exemple des mises en examen de Madame Buzyn, etc., sans les nommer, mais on l'a tous compris. Il ne la nomme pas, mais c'est entre les lignes. Vous imaginez comment peuvent recevoir la magistrature ce genre d'ingérence, finalement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'arrêter pendant tout le mandat ministériel. Si vous recevez des plaintes et qu'elles sont recevables parce qu'il y a eu des filtres et que le parquet général a estimé qu'on devait poursuivre, c'est le déroulement normal de l'institution judiciaire. Le président de la République n'a pas, alors qu'il est lui-même garant de l'indépendance de la justice, il n'a pas à dire que ces procédures sont en quelque sorte une atteinte à la fonction politique et ministérielle. Moi, je suis assez choqué par cela. Donc c'est l'intrusion du politique dans la sphère judiciaire. Oui. C'est un mot de trop. On disait tout à l'heure, le temps de la justice n'est pas le même que le temps de la politique. J'ai envie de dire, c'est valable pour tout le monde. Le temps de la justice n'est pas coordonné au temps de la médecine. Quand vous avez un médecin qui est mis en cause dans une affaire, toute son activité est plombée et peut être arrêtée le temps de ses ennuis. Donc le médecin n'est pas élu. Pardon ? Le médecin n'a pas justifié son affaire devant ses électeurs. Non, mais c'est devant sa clientèle. Devant sa patientèle, pardon. Mais je trouve qu'en fait, la judiciarisation de la vie politique, c'est aussi un phénomène qui touche toute la société. Il y a une judiciarisation de tous les secteurs de la société. Du salarié contre l'employeur, le développement des procédures, du consommateur devant ce qu'il achète, des médecins. Enfin, il n'y a aucune corporation, aucun secteur qui échappe à ça. Et donc, les politiques sont traitées d'une certaine façon. Mais je dirais que c'est une judiciarisation, une hypothèse, ce n'est pas une affirmation, c'est une hypothèse explicative, par défaut. Oui. C'est-à-dire, c'est parce qu'il n'y a pas, c'est parce que les conseils d'administration des entreprises ne font pas leur boulot que les actionnaires minoritaires saisissent la justice. C'est parce qu'il n'y a pas de négociation collective que les travailleurs, pour se défendre, saisissent les prud'hommes. Autrement dit, il n'y a pas une volonté de puissance de la justice. Il y a un certain nombre d'institutions qui devraient faire leur rôle de contrôle, qui ne le font pas. Les juges règlent aujourd'hui tous les maux de la société. Allez, un dernier mot. Il y a un problème en effet de contre-pouvoir, comme on l'avait déjà évoqué. C'est-à-dire que très clairement, quand vous n'avez pas d'autres contre-pouvoirs, les citoyens se tournent vers les juges. Et vous avez une question également en termes de moralité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup de citoyens, grosso modo, les idéologies n'ont plus réellement de sens pour une grande partie de nos concitoyens. L'efficacité du politique est également remise en doute. Si vous avez un politique qui n'est pas vraiment perçu comme efficace et qui n'est pas vraiment perçu comme cohérent idéologiquement, eh bien, vous lui demandez au moins d'être moral. Et ça, c'est un mouvement qui aujourd'hui touche le politique et qui explique aujourd'hui aussi un peu le rôle du juge et pourquoi on se tourne vers lui. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.
toi d'avoir participé à ce débat. Georges Fenech, je rappelle le titre de votre livre Bataclan, Paris, Stade de France, le procès, publié aux éditions du Rocher. On passe